Bienvenue dans cette revue de presse. Vous l'avez vu, quelques galères en régie pour être en direct et débriefer avec vous l'actualité de la Serie A de cette semaine. On est le jeudi, on est tout doucement vers la fin de la semaine. On est mercredi 24 septembre, on va être plus précis. Donc on se rapproche de cette fin de la semaine. Beaucoup d'actualités. On va revenir ce soir sur plusieurs thèmes. On va parler forcément de l'AC Milan puisque vous le voyez, il est en une de la Gazzetta. On va parler du Corriere, on va parler de l'arbitrage, on va parler des suites en interne de ce derby entre la Roma et la Lazio puisque ça va bouger du côté des deux clubs. Et il y a aussi potentiellement une révolution à suivre dans l'arbitrage avec la Serie A. Pas mal de changements à venir donc. Rejoignez-nous, bienvenue à toutes celles et ceux qui seront présents ce soir. N'hésitez pas à interagir avec moi dans le chat. Et je m'excuse, hein, j'avais annoncé en story un peu partout qu'on allait se retrouver sur Twitch ce soir. Mais malheureusement, la régie et mes capacités à gérer ça n'auront pas fonctionné. Ciao Isaac qui nous rejoint. On va commencer tranquillement donc avec cette actualité de la Gazzetta. Ridi Milan. Pourquoi Ridi Milan? Pourquoi ce Milan est en train de rigoler comme l'annonce la Gazzetta? Puisque juste au-dessus de cette petite intitulée est écrit, je vous le traduis, le diable ne s'arrête jamais, il rit à Milan. Ridi Milan parce qu'on a vu eh bien, tout simplement un très grand AC Milan hier soir face à Lecce. Ciao Déraciné, comment ça va? Ça va très bien. Écoutez, j'aurais aimé qu'on se retrouve en direct sur Twitch comme j'ai l'habitude de le faire, mais malheureusement, j'aurais pas réussi à le mettre en marche. Mais je pense qu'on va quand même passer un bon moment ensemble ce soir sur YouTube, donc c'est l'essentiel. J'avais envie de vous parler de cette une de la Gazzetta parce que forcément il y a cette actualité pour l'AC Milan, mais je suis surtout curieux de savoir vous, est-ce que de un vous avez vu déjà ce match de l'AC Milan et de 2 qu'est-ce que vous avez pensé de cette rencontre? Parce que c'est quand même un AC Milan assez impressionnant qu'on a vu hier soir. 3 buts, alors face à Lecce, certes qu'ils avaient déjà battu en championnat, mais le premier but de Christopher Nkunku que vous voyez en une de cette Gazzetta du jour, et quelques renaissances aussi. Santi Jiménez qui a marqué son premier but et qui donc se relance un peu, lui qui était, on va dire, un peu critiqué, même s'il s'impliquait beaucoup sur le terrain. Forcément, le fait de ne pas marquer pour un attaquant, ça peut être préjudiciable. Sachant aussi que Rafael Leao ne sera pas de retour, hein, logiquement, ce week-end. Au moins remplaçant, mais pas forcément titulaire dès le départ. C'est ce que la presse italienne s'accorde à dire. On va du coup probablement se diriger vers une attaque Pulisic et Santi Jiménez. Peut-être que Nkunku aura marqué des points aussi dans ce match-là. C'est un 16e de finale de Coupe d'Italie, mais c'est aussi peut-être ce qui va suffire à l'emmener justement vers une titularisation pour le premier gros match, hein, de l'AC Milan cette saison. Ils vont enchaîner d'ailleurs la Juve et juste avant ce sera le Napoli, pardon. J'en profite pour vous montrer deux autres points sur cette une. La célébration donc de Nkunku qui est un hommage, hein, qu'il avait fait. Ciao Enzo, on n'est pas beaucoup forcément. On a rebalancé ce soir sur le chat. J'espère que tu seras avec nous ce soir, Enzo. Si on parle du même Enzo, puisqu'on discutait sur Instagram il y a quelques minutes, n'hésite pas à interagir avec nous dans le chat ce soir. Les notes, vous les voyez à l'écran. Le meilleur ce soir, ça a été, hier soir plutôt, ça a été Massimiliano Allegri noté à 7. Rabiot qui a aussi été mis juste derrière dans les meilleurs joueurs à venir. Et j'espère que beaucoup ont regardé, sinon il manque les meilleures prestations de Milan sur ces dernières années, nous dit Isaac dans le chat. Forcément que ça a été quand même un sacré match, hein, de l'AC Milan. On va espérer que ça suive pour les hommes de Massimiliano Allegri ce week-end face à Naples. D'autant que, et c'est important de le préciser, pour revenir sur cette une de la Gazzetta, Anzi à Napoli, il y a de grandes chances que Buongiorno en défense centrale ne soit pas titulaire du côté des hommes d'Antonio Conte. Ça fait partie des choses qui vont sûrement arriver. On verra comment ça s'acte. Ciao Diego qui nous dit Selmakers Ballon d'Or. Forcément qu'on pense à l'ami Selmakers qui a été l'un des plus brillants sur la pelouse, qui est aussi une sacrée renaissance. Curieux que tu nous en parles dans le chat. Diego, que vous avez peut-être l'habitude de retrouver sur Milan Actu et Nostro Milan si vous regardez aussi ces lives-là. Moi, je supporte l'AC Milan. En Italie, Enzo, j'ai grandi avec Pippo Inzaghi et c'est lui qui m'a fait vibrer, on va dire, dans un premier temps. Et du coup, j'ai continué de suivre ensuite ce joueur. Je vous disais donc il y a quelques instants, le gros match pour Nkunku qui a été salué. Et ça a même été élu le meilleur joueur par la Gazzetta. Et forcément des notes très
dithyrambique pour tout un tas d'autres joueurs. Ricci qui a marqué les esprits, Bartezaghi aussi qui a été très bien noté par la Gazzetta pour remplacer Estupiñán, Selmakers qui faisait aussi partie des joueurs mis en avant, et Rabiot qui n'a fait qu'enchaîner les titularisations depuis son arrivée à l'AC Milan et sa fin prématurée avec l'Olympique de Marseille. Il est toujours dans le 11 de départ de Max Allegri qui lui accorde donc une sacrée confiance. On va pouvoir aller jeter un œil sur cette une du courrier, puisque je vous en parlais en début de cette introduction de revue de presse, mais il y a possiblement une révolution qui va être mise en place en termes d'arbitrage ce week-end et peut-être dans les semaines à venir avec l'Italie et la VAR, parce que sur cette journée de Serie A, il y a encore eu des problèmes à la VAR sur deux matchs. Le premier, qui concerne l'Hellas Vérone et la Juve, et vous le voyez en plus petit sur votre écran, mais Igor Tudor a eu plusieurs altercations avec le quatrième arbitre, notamment pour un carton rouge qui n'a pas été distribué pour Orban, l'attaquant de l'Hellas Vérone, et aussi pour un penalty attribué contre la Juve. Deux décisions qui ont été donc assez litigieuses, et l'avis d'un ancien arbitre, Gianluca Rocchi, qui officie désormais, se positionne souvent dans les médias sur cet arbitre-là, sur cet arbitrage-là. Eh bien, il est simple, il dit "Ah, Ragione Tudor, il avait raison, Tudor." Pourquoi il avait raison? Eh bien parce que ces erreurs manifestes ont été annoncées ensuite dans les jours qui venaient et donc font partie des erreurs donc annoncées par la presse, avec une révolution que je vais vous raconter dans quelques instants. Ciao Alexandre qui est avec nous ce soir. Cette révolution, elle va s'acter en deux points et elle est assez simple. L'idée, c'est de détacher complètement le système actuel en Italie d'arbitrage, c'est-à-dire l'association des arbitres, l'AIA, et de la mettre en place dans un système indépendant où il y aurait des préparateurs d'avant-match, des psychologues, de la data, et ça permettrait donc à la VAR d'avoir un système complètement indépendant. C'est en tout cas la proposition qui a été faite et qui est évoquée aujourd'hui dans la Repubblica et qui viendrait peut-être solutionner ce problème de VAR qui est pointé du doigt chaque week-end en Italie, encore plus récemment avec donc cette affaire entre l'Hellas Vérone et la Juve, et aussi pour le match entre Napoli et Pise, puisque un penalty n'a pas été sifflé en faveur des visiteurs, donc Pise qui aurait pu relancer le match. On rappelle qu'ils se sont inclinés 3-2 dans cette rencontre face au Napoli. Ciao à Chris qui nous dit super ton contenu, merci pour la force Chris, curieux de savoir ce que tu penses sur cette affaire de la VAR, puisque ça pourrait vraiment bousculer son monde en Italie, dans un système qui est critiqué chaque week-end et où les arbitres sont aussi très souvent observés. Généralement, lorsqu'un arbitre ne performe pas en Italie et que la VAR est pointée du doigt comme responsable, il est rétrogradé en division inférieure le week-end qui suit, où il n'est même plus amené à arbitrer le week-end suivant. C'est donc un système assez suivi de près. C'est aussi le cas en Ligue 1, on le rappelle, c'est des arbitres qui sont jugés match après match. Ciao Alessio qui nous rejoint dans le chat. Enzo qui nous dit: je trouve que quand il y a la VAR en Italie, ça fait perdre trop de temps au match. C'est vrai que ça fait partie des décisions, pour le coup, qui ralentissent le cours du jeu. Pour le coup, Rocky, sur ce point de vue-là, il s'était positionné d'une autre manière en disant que les décisions avaient été prises trop rapidement. Alors lui, il se basait sur le match entre l'Hellas Vérone et la Juve, et justement, il dénonçait le fait que ça avait pris trop de temps, ça n'avait pas été assez clair, assez fluide. Et donc, c'est cette révolution-là que l'Italie essaye de mettre en place, de rendre un système de la VAR dépendant de la fédération qui a envie d'être mise en avant. On va pas se mentir, le premier aspect et la première barrière, elle serait financière, hein, pour un championnat qui bat de l'aile sur tout un tas de points, qui est plus largement un pays qui n'est pas encore prêt à accueillir cet euro en 2032. Ça va peut-être se débloquer dans quelques semaines, jours à venir pour la vente de San Siro, mais il y a globalement encore plein de grands stades qui ne sont pas encore aux normes. L'arbitrage, ça fait partie aussi des grands chantiers de l'Italie. Pour autant, je ne suis pas certain que ça s'acte et que ça se corrige très rapidement. En tout cas, cette révolution-là, elle a le mérite d'exister. Et ça va peut-être être l'une des choses qui va bousculer un petit peu le cours de cette Serie A. Je vous en ai pas parlé avant, mais j'avais envie de revenir sur un autre point avec l'Inter. On va retourner sur cette une de la Gazzetta. Alexandre qui nous dit: je continue de penser que la VAR est un bon outil, mal utilisé. Peut-être une solution IA à voir. Moi, je suis pas fan du CAR. Trop d'arbitres, le CAR qui empêche le central de bien décider. C'est vrai que ça fait partie des décisions où parfois l'arbitre décide de faire confiance intégralement au quart VAR et donc de ne pas aller voir sur l'écran en bord terrain ce qui se passe. Et à l'inverse, des fois, il va quand même faire confiance en partie à ce qui a été dit et
dans un second temps quand même aller décider à l'écran. En tout cas, pour ce qu'a jugé être mal déroulé ou mal fonctionné ce week-end en Italie, c'est de la prise de décision trop rapide et sans consultation extérieure des arbitres, ce qui a amené donc à des décisions mauvaises lors du match entre l'Hellas Vérone et la Juve et celui du Napoli euh, et de l'Inter. Enzo qui nous dit qu'il faut refaire San Siro, on va en parler dans quelques instants. Ce que je voulais vous dire aussi avec l'Inter, c'est que globalement, le vent a un peu tourné pour Christian Kivu qui a réussi à aller chercher ses premiers points. L'Inter n'est pas encore là où elle devrait être en Serie A en termes de classement après 4 journées, elle est un petit peu plus loin. Mais cette mission remontée, pour vous donner le calendrier de l'Inter qui va avoir un mois assez chargé et peut-être le mois charnière aussi pour Christian Kivu. Deux matchs en Ligue des Champions face au Slavia Prague et à l'Union Saint-Gilloise. Et sur les matchs qui est en Serie A, il y en a 5, dont deux gros chocs. Cagliari à la Cremonese, ce sera probablement les matchs les plus abordables, mais il faudra passer par la Roma, la Fiorentina et le Napoli. Ça fait partie de l'encart que la Gazzetta avait mis en avant, que j'avais oublié de vous évoquer. Alessio, supporter de Cagliari, qui nous dit j'espère que l'Inter perd contre Cagliari. Ça fait partie des matchs jamais faciles d'ailleurs d'aller affronter les Sardes. L'Inter s'est souvent imposé, mais pas toujours avec la manière, et c'est valable pour tous les gros clubs italiens. J'espère donc pour San Siro qui doit être remise en place, c'est vrai que ça fait partie des choses, on va dire des grands chantiers pour l'AC Milan. Pour d'ailleurs vous donner un point sur ce qui s'est dit sur les derniers avancées entre la presse et l'état actuel de San Siro, globalement, il se dirait que San Siro va être vendu donc à l'AC Milan et à l'Inter, il appartient actuellement à la mairie de Milan, et qu'il va y avoir une démolition en partie sur les bases de San Siro, mais que ça va être reconstruit par-dessus. San Siro, qui on le rappelle, a été un stade qui a évolué avec le temps. Il y a eu un anneau assez bas, style un vélodrome, au milieu des années 30, un second anneau qui a été ensuite rajouté 20 à 30 ans plus tard, et l'actuelle vision que vous avez de San Siro avec ses 8 tours très symboliques et cette architecture assez unique en Italie, elle intervient donc lors de la construction et le mondial en Italie dans la fin des années 90, et c'est la dernière forme de San Siro qu'on connaît actuellement. Globalement, ça devrait quand même bousculer et changer pas mal de choses si San Siro est amené à revenir à l'état. Pas certain de savoir quelle forme il prendra, mais une chose est sûre, il va être racheté et probablement remodifié, tout en appartenant encore aux deux clubs de San Siro et à San Siro donc, l'Inter et l'AC Milan. Ça pose aussi la question de savoir où est-ce que joueront les deux clubs sur ce court laps de temps. Avec le Barça et le Real, on l'a vu, des stades d'entraînement, mais avec une capacité quand même certaine pour accueillir, étaient mises à disposition. Assez curieux de savoir comment ces deux géants d'Italie vont continuer de 1 à se partager le stade et savoir aussi de 2 comment est-ce qu'ils vont se le répartir pour quand même faire un tour complet sur la Gazzetta parce que j'avais noté d'autres infos que j'avais envie de vous donner. Ça parle aussi de la Juve et des deux attaquants rejetés. C'est ce que la Juve annonce aujourd'hui avec Jonathan David et Dusan Vlahovic que vous voyez en une pour revenir sur San Siro. On espère on espère que San Siro perdra pas trop de son charme, marre des stades de concert trop modernes, sans âme. Ciao à Max, le Palermo d'Inzaghi monte en Serie A en fin de saison selon toi. Max, je suis quasi sûr de savoir de qui je parle. Son compte Passion Calcio France, que je vous invite à aller suivre sur Instagram, il fait une gazzetta à l'écrit de toute l'actualité de la Serie A, de la Série B et de la Série C en fin de semaine. Moi je parle en vidéo de ce très beau championnat, lui il fait à l'écrit et c'est tout aussi intéressant à suivre. Pour revenir donc pour cette architecture assez unique et pour te répondre ensuite Max, j'espère et forcément qu'on espère tous en tant que fans de foot que cette architecture aussi unique, ces escaliers qui on a l'impression bougent sur eux-mêmes lorsque les spectateurs descendent du match ou vont dans les travées de San Siro seront conservés maintenant. Et pour avoir eu cette chance d'aller à San Siro aussi quelques fois, c'est un stade qui est très particulier, très vétuste en termes de normes de sécurité. La pelouse est au même niveau que la terre. Les entrées se font et s'étendent relativement loin dans la rue. C'est une très grande place où les arrêts de métro sont banalisés les soirs de match. Il y a un arrêt de tram mais qui ne circule pas non plus quand le match a démarré. C'est une zone très particulière, pas forcément aux normes de sécurité. Et dès que vous avez passé cette grande file pour rentrer dans San Siro, il y a 10-15 mètres avant de monter dans les escaliers. C'est pas aux normes de sécurité qu'on a l'habitude de voir dans les nouveaux grands stades. C'est peut-être ça qui freine aussi l'AC Milan et l'Inter, c'est d'avoir construit ce stade progressivement petit à petit. C'est un stade vraiment unique. Je suis pas certain qu'on puisse en revoir un comme ça. Mais voilà, Enzo, tu as eu la chance d'aller le voir. Curieux que tu partages aussi avec nous cette expérience dans le chat. Alessio, je pense que tu auras la chance quand même d'aller voir un match, je dirais peut-être sur cette saison ou sur la saison prochaine, parce que c'est un projet dont on parle depuis des années. Et même si là, ça se rapproche entre la mairie et les deux clubs,
pas certain que la démolition soit actée tout de suite. Il faudrait déjà savoir ce qu'il va y avoir au-dessus. Un enfer pour quitter le match. La zone est un peu coupée les soirs de match, effectivement, pour quitter le stade, Alexandre. Euh, et je me suis pas trompé pour Max, magnifique. Ouais, c'est un stade très particulier. Je vous souhaite d'aller voir ça une fois dans votre vie, mais sachez que voilà, il est au nord-ouest de la ville, San Siro, et que voilà, il y a 3 stations de métro qui s'arrêtent de fonctionner juste après le coup de sifflet final parce que c'est une zone qui se désengorge très très mal, et donc bah forcément ça fait partie des choses qu'il faut savoir gérer en ville, et donc San Siro ça fait partie aussi des choses à mettre en place. Enzo qui nous parle du quiz, j'en profite pour celles et ceux qui découvriraient et qui sont avec moi ce soir sur le live. Le quiz Calcio Théo que je sors donc dans ma story Instagram le lendemain de la fin de la journée de Serie A, donc le lundi matin. Et le premier quiz qu'il y a eu là, j'ai eu plusieurs dizaines de participants. J'annoncerai le vainqueur dans le débrief à suivre donc ce lundi pour la 5e journée de Serie A. Merci à toutes et à tous pour vos participations. J'ai eu des 9 et des 10 sur 10, donc ça montre que c'était difficile, mais que peut-être qu'on rabaissera la difficulté pour les prochaines. Pour te répondre, Maxime, et avant d'aller continuer sur les autres quotidiens de cette revue de presse, j'ai franchement envie de voir Filippo Inzaghi remonter en Serie A, mais la grande question qu'il faut quand même se poser, c'est qu'est-ce que ce coach est capable de proposer en Serie A. Il aurait pu prendre et continuer même avec Pise cette saison. Il a préféré laisser les rênes de l'équipe à Alberto Gilardino, 2 anciens attaquants de l'AC Milan qui se partagent le club. La réalité aussi, c'est que Filippo Inzaghi en Serie A, c'est à peine 30% de ses matchs gagnés. C'est un vrai coach de Série B, même aussi de Série C, puisqu'il avait fait remonter Benevento. Et avec Venezia, avec Benevento donc, avec Palermo, avec Pisa, il a montré en deuxième division que c'est un très bon coach. Maintenant, la Serie A, avec Bologne, avec l'AC Milan, mais ça c'était à ses tout débuts de la carrière d'entraîneur il y a quasiment 10 ans, on voit aussi que c'est un coach un peu plus limité. Est-ce que c'est dans le plan de jeu? Est-ce que c'est dans les intentions? Est-ce que c'est dans la carrure, le talent, l'aura, la capacité à communiquer ses intentions tactiques dans le vestiaire? C'est difficile de le savoir d'un point de vue assez extérieur et de passionné comme on le partage ce soir. La réalité pour Filippo Inzaghi, c'est qu'on n'a pas de certitude malheureusement sur son avenir en Serie A. Je pense qu'il va être très intéressant à suivre cette saison avec Palermo, qui a vraiment une équipe taillée pour aller chercher ce top 5 et potentiellement jouer les playoffs. Ils ont posé quelques problèmes à l'Udinese hier. Au final, c'est les hommes de Nicolo Zaniolo qui se sont qualifiés pour la suite de la Coupe d'Italie. Mais globalement, ça serait quand même intéressant. Ça va être intéressant même de suivre Palermo tout le long de cette saison. Parce que ça peut être l'un des candidats sérieux à une remontée. Ça fait partie des clubs mythiques comme le Chievo Vérone et d'autres qui sont en division inférieure et qui feraient clairement pas tâche s'ils remontaient en Serie A cette saison. La photo sur ton mur à côté du maillot de Naples est magnifique. Ouais, photo de Maldini, Cannavaro et Maldini, Cannavaro et Ronaldo. J'allais oublier l'attaquant qui est sur sa photo. C'est un tournoi en amical. Je pense que je vous apprends rien. C'est une photo extrêmement mythique. Juste avant le mondial 98, je crois que c'était en 97 et je crois même que c'était au Stade de France cette photo. Photo absolument mythique. On va quand même aller se dire un petit mot sur Tutto Sport, puisqu'il y a un petit passage dont je voulais vous parler. Euh, Magnifique. Et on peut enlever le passage sur la VAR. Max, analyse tout à fait juste. Je pense qu'il maîtrise parfaitement la Série B, surtout avec des clubs plutôt puissants en deuxième division, mais manque d'expérience en Serie A. On est d'accord sur Filippo Inzaghi. Curieux de vous lire aussi dans le chat sur ce que vous pensez de l'ami Pipo, qui est évidemment était un joueur exceptionnel. Moi, ça fait partie des joueurs qui m'ont fait vibrer, qui m'ont fait aimer le foot. Mais le passage d'entraîneur à joueur ou joueur à entraîneur est jamais facile, jamais euh, juste, et surtout il demande parfois de la préparation, beaucoup de temps, et parfois il n'y a pas forcément de lien entre le fait d'être un grand joueur et un grand entraîneur. Peut-être que pour Pipo Inzaghi, le plafond de verre il se situe là. On va lui souhaiter de faire une saison brillante avec Palermo, et s'il arrive à être l'ascenseur de clubs en Série B pour les emmener en Série A, ce sera autant à son honneur parce que c'est un championnat très relevé, parfois plus de matchs avec les playoffs. Donc s'il arrive à avoir cette trajectoire-là d'enchaîner les clubs de Série B qui fait monter en Série A, on sera tout aussi heureux pour Pipo Inzaghi, on va pas se mentir. Ciao Alessio, à la prochaine. Je voulais vous parler sur Tutto Sport de cet encart donc de Rocky, forcément qui, je vous le disais il y a quelques minutes, continue de parler du fait que Tudor avait raison et qu'il faut potentiellement modifier quelque chose, mais le préparateur physique de Zegrova, le nouvel ailier de la Juve, est passé dans les colonnes de ce quotidien turinois. Pour celles et ceux qui découvriraient Tutto Sport dans cette revue de presse, c'est un quotidien qui est à 100% basé autour de l'actualité du Torino et de la Juve.
Globalement, la Gazzetta se concentre sur les clubs du Nord et parfois sur le Napoli. Et le Corriere est assez multisport. Tuttosport, en revanche, c'est 100% Juve et Torino. Et c'est prouvé encore une fois ce soir. Zegrova s'est transformé pour la Juve. On parle d'un joueur qui a joué aucun match entre décembre 2024 et ce début de saison 2025. Une signature dans les dernières heures du mercato. Il a failli atterrir à l'OM aussi pendant un moment. L'attaquant du Kosovo. Et au final, c'est donc une belle préparation du côté de la Juve et qui l'attend. Ça semble être un ailier assez remuant. S'il y a des supporters de la Juve dans le chat, je suis curieux d'avoir votre avis pour justement savoir qu'est-ce que ce joueur a à proposer. 2 entrées de match pour l'instant en championnat et en Ligue des Champions face à Dortmund. Ça peut être l'un des dynamiteurs de cette Juve, de cette nouvelle Juve. Je ne sais pas forcément ce qu'il a à proposer. Le 3-4-2-1 de Tudor n'est pas encore extrêmement bien ficelé. Joao Mario semble être le piston droit. Est-ce que ce sera un rôle avec Yildiz derrière l'attaquant? Très curieux de savoir la progression qu'aura en tout cas cet attaquant-là et de surtout savoir qu'est-ce qui va devenir l'ami Zegrova. On va terminer cette revue de presse avec une petite actualité sur la Roma et la Lazio. Je suis allé vous chercher 2 infos. La Roma qui joue en ce moment d'ailleurs face à Nice. Si vous avez les résultats à me donner, je lis le chat à mes côtés, mais j'ai pas forcément les résultats en tête. Ça va jouer aussi en Coupe d'Italie avec un match entre Como et Sassuolo. Mais si vous avez le résultat de la Roma, très curieux de l'avoir pour leur déplacement à l'Allianz Riviera. Ce match donc qui est important pour Gasperini que vous voyez à l'écran. Il a gagné avec l'Atalanta l'Europa League en 2024. Il fait partie des favoris forcément dans cette compétition. Et il a eu un vestiaire très bousculé lors de son dernier match entre la Roma et la Lazio. Des deux côtés, ça va bouger. Dans un premier temps, pour Lorenzo Pellegrini, c'était son premier match avec l'AS Roma. Il est venu remplacer un Paolo Dybala blessé. Mais pour autant, le destin du milieu de terrain italien semble scellé. Il va probablement quitter le club à la fin de la saison. Il lui reste moins d'une année de contrat. Et on parle même d'un départ dès le mois de janvier. C'est ce que la Gazzetta annonce ici dans cette revue de presse. Et de l'autre côté, ça a chauffé, ça a même tremblé dans les murs du vestiaire de la Lazio. Maurizio Sarri en avait après Nuno Tavares. Mattia Zaccagni s'en est aussi pris au défenseur portugais. On lui reproche forcément d'être impliqué sur le seul but de ce derby en se loupant sur cette action-là, récupérée assez haut par Range qui derrière va servir Pellegrini qui va marquer le seul but du match. Et ça a même été si intense dans les vestiaires entre Nuno Tavares et la Roma qu'on parle même d'une fin d'aventure pour Nuno Tavares et au moins, tout du moins, qui va quitter ce 11 des titulaires et être progressivement sur le banc. Fin d'aventure assez tragique pour un joueur qui avait mis énormément de passes décisives la saison dernière sur la première partie de saison avec la Lazio avant de petit à petit s'éteindre. Mais en tout cas, il y a eu des destins croisés assez forts des deux côtés. Como qui mène déjà 3-0. Venezia qui sort la Roma, c'est vrai que j'avais vu ça un peu plus tôt au tir au but. Et Parme qui élimine. 0-0 le match où il ne se passe pas grand chose sur ce début de saison. Sauf face à la Lazio, nous dit Chris, supporter de la Roma. En tout cas, cette info-là, elle est assez importante parce que Pellegrini, il aura pris ce bon rôle, entre guillemets, d'avoir été le milieu de terrain offensif qui est venu sauver cette équipe-là de la Roma. Malheureusement pour lui, ça semble pas suffire. Gasperini avait même annoncé après la rencontre, ou avant, j'ai un petit doute, que Pellegrini faisait partie des joueurs qui allaient être vendus et que c'était une vraie surprise pour lui de le réintégrer. Mathématiquement parlant, avec la blessure de Paulo Dybala, ça fait partie des joueurs qu'il faut remettre entre guillemets dans ce 11. Mais on verra bien qu'est-ce qu'il en sera pour la suite de Lorenzo Pellegrini. Est-ce qu'il va rebondir dans un autre club de Serie A, lui qui avait connu un petit peu Sassuolo, ou est-ce que ce sera encore dans un autre grand championnat? Et en tout cas pour Nuno Tavares, je vous le disais donc, ça semble être la fin pour l'ami Nuno Tavares, le portugais. Pellegrini est rentré en seconde période en remplaçant Del Shaarawy, donc peut-être un enchaînement, peut-être qu'il va continuer à jouer, peut-être qu'il partira en janvier pour une petite somme à voir, à suivre, même si là, à 6 mois de la fin de son contrat, il y a de grandes chances qu'il y ait un pré-contrat qui soit signé à l'été, et donc derrière un départ. On va se quitter sur ces belles paroles. Messieurs, dames, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette revue de presse. Je m'excuse de ne pas avoir pu l'assurer en direct et en live sur Twitch. C'était très intéressant cependant de discuter avec vous ici sur YouTube. La revue de presse va être disponible en replay ici et j'espère qu'on pourra se retrouver tranquillement la prochaine fois sur Twitch. Merci à toutes et à tous d'avoir discuté avec moi dans le chat. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, suivre le calcio c'est bien, mais le faire avec Calcio Théo c'est mieux. À très vite. Ciao.